Nous sommes le dimanche 15 août, 2 semaines jour pour jour après la commémoration de la fête nationale au Bénin. 61 ans d'indépendance proclamée. Durant toutes ces années, le pays a fait face à son destin, avec à sa tête des dirigeants qui se sont succédés à travers divers régimes. Depuis avril 2016, à ce jour, une nouvelle expérience est en cours, celle baptisée régime de la rupture, un régime qui se veut réformateur du modèle politique et économique du Bénin. Pendant que ses détracteurs parlent d'une gouvernance désastreuse, avec à la clé l'affaiblissement des fondamentaux de la démocratie et de la destruction du tissu social, les soutiens de ce régime se disent convaincus d'une dynamique historique à encourager à jamais. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de votre émission Ma part de vérité qui reçoit Serge Kodja. Diplômé de Sciences Po à Paris, la ville où il réside, et spécialiste en politique et management du développement africain, il est le directeur adjoint de l'information et de la communication du parti Mouel Bénin, un parti de la majorité présidentielle. Monsieur Kodja, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Voilà, je co-anime cette émission avec Gauthier Sedodi. Bonjour. Bonjour à Lassane Sani, bonjour tes chers téléspectateurs, bonjour Monsieur Kodja et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs de me donner l'occasion de contribuer ma juste part au dynamisme de ce pays. Alors Monsieur Kodja, nous sommes dans le mois d'août, un mois consacré à la commémoration de l'indépendance du Bénin. Cette année, ça fait 61 ans que le Bénin a engagé cette marche-là. Quelle appréciation faites-vous de ce parcours depuis l'époque à nos jours? Mais écoutez, comme tout pays, comme toute nation, les frémissements ont toujours été, l'évolution, le progrès a toujours été tantôt chaotique, tantôt exceptionnel. Et le Bénin a connu des étapes dans son évolution depuis les indépendances. Mais il serait un peu réducteur de parler du Bénin en partant seulement des indépendances, parce que l'indépendance que nous fêtons n'était que l'indépendance totale. Donc ça veut dire qu'il y a eu des étapes dans l'indépendance. Justement. Et après ces étapes, forcément l'apprentissage de cette nouvelle indépendance a été un tantinet chaotique. Pourquoi ça a été chaotique? C'est tout simplement parce que dans l'euphorie de l'indépendance gagnée, nous avons à un moment donné eu des personnes qui ont voulu déployer ou développer les idées. À Mouel Bénin, nous avons tendance à croire que chacun a apporté ce qu'il a pu au Bénin. Nous ne sommes pas du genre à dire, ok, certains sont venus, ils ont fait un travail qui n'a pas abouti et la majorité à laquelle nous appartenons est venue tout mettre en place. Non, ce n'est pas notre vision et ce serait une vision très réductrice que de penser un pays comme ça. Chacun est venu, chacun a fait ce qu'il a pu, avec l'efficacité que cela pouvait donner. Même quand on va jusqu'au général Soglo, qui a été le maître de plusieurs coups d'État dans ce Bénin, et on peut parler aussi de Kouandé, qui a été aussi maître de plusieurs coups d'État, qui a créé l'instabilité du départ, c'est-à-dire les premiers instants de notre comment je vais dire, indépendance. Ces gens-là étaient venus, par exemple, Général Soglo, c'était pour nettoyer. Nettoyer, alors qu'il y avait un gars qui était le père des indépendances, qui est venu pensant donner au Bénin un souffle. Nous n'allons pas repointer président par président ou tendance par tendance, ces moments que nous avons partagés. C'est juste pour donner un exemple. Nous sommes venus, maintenant, on revient à la rupture pour rejoindre votre introduction. Laissons le passé constituer le compost qui va nous nourrir. Ce qui nous intéresse, c'est les résurgences florales que cela peut donner. Et ces résurgences, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais pour les porter encore, il faut que le tronc soit solide. Et c'est ce tronc solide que nous avons. Moi, je suis descendu à l'aéroport de Cotonou, Kadjaou, quand j'ai vu les routes avant pour inviter un ami pour dire « Viens voir chez moi ». C'était un peu compliqué s'il est ivoirien ou gabonais. Aujourd'hui, tu mets les mains dans la poche, tu dis « Venez chez moi ». Là, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Juste une anecdote. Moi, j'ai un ami congolais qui me disait un jour,
j'aime beaucoup votre pays. J'ai dit, pourquoi? Il dit, oui, mais vous savez, regardez chez nous, pendant la conférence nationale, vous avez un président, c'est un monsieur que nous, on respecte. On veut avoir quelqu'un comme lui. Il parlait du président Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, les mêmes personnes, ils vous parlent, ils disent, on aime votre pays. Si vous ne voulez pas de votre président talent, donnez-nous. Vous voyez pas ce que je veux dire? Donc, si vous voulez pas de votre les président gens talent, disent donnez-nous. cela à l'extérieur. À l'extérieur, vous allez voir d'autres Africains et vous pouvez faire votre expérience, vous pouvez essayer de voir. Si vous ne voulez pas de votre président talent, donnez-nous. Je ne donne pas dans la flagornerie. Pour ceux qui me connaissent, je ne donne pas dans la flagornerie. Et si je suis en train de le dire, c'est sincèrement, regardez les routes, regardez les infrastructures et regardez dans quelle dynamique notre pays est en train de progresser aujourd'hui. Oui, Monsieur Kodja, vous avez parlé des infrastructures qui fascinent, vous l'avez dit. Le chef de l'État l'a également dit dans son discours que c'est maintenant que le Bénin a commencé par matérialiser son indépendance. Certainement, il a tout globalisé, mais quand vous mettez l'accent sur l'infrastructure et quand on écoute aujourd'hui pratiquement tous les soutiens de ce régime, ils ne mettent que généralement l'accent sur les infrastructures. Visiblement, mais ces actions, ces réformes-là ne prennent qu'en compte que ces infrastructures. Est-ce que le capital humain est valorisé? Vous êtes au Bénin depuis quelque temps, vous écoutez les jeunes, vous écoutez la population qui certainement s'extériorise, j'allais dire à vous. Permettez-moi de dire à Alassane, parce que nous sommes quand même dans un débat à bâton rompu et j'ai juré de dire ma part de vérité et toute la vérité. Moued Bénin est un parti indépendant dans la majorité. Donc notre vérité n'est que l'essence de ce que nous représentons. Nous ne sommes pas là pour vendre la politique du gouvernement. Nous sommes là pour participer à une tendance frémissante. Si cette tendance n'était pas sincèrement vécue, nous n'y serions pas. Nous ne serions pas. Alors, pour vous le dire, essayez de prendre une entreprise. Toutes choses étant égales par ailleurs, parce qu'un État, ce n'est pas une entreprise. Donc, la comparaison s'arrête juste à la structure. À partir du moment où les murs ne sont pas conçus, à partir du moment où la structure n'est pas installée, le capital humain qui devient le capital principal d'une entreprise dans son fonctionnement ne vient que quand toute la structure est mise en place. Je donne un autre exemple. Vous, chez vous actuellement, vous dites cet emplacement m'appartient. Vous n'avez pas construit votre maison, vous dites je vais venir dormir là. Vous avez dormi dehors, à la Belle Étoile. Donc ce qui est en train de se faire aujourd'hui, encore un autre exemple, vous allez récolter du vin de palme. Vous n'avez pas de récipient, vous n'avez pas d'outre. Si vous n'avez pas ça, vous allez récolter la sève où? Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est le soubassement. Et c'est ça, à ça que nous participons à Moued Bénin. C'est le soubassement, c'est la structure. Si un pays qui n'a pas de route peut développer son agriculture comme vous voulez, ce qui est produit au nord ne va pas descendre jusqu'au port. Et ainsi de suite, ainsi va la vie. Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas les systèmes de santé, de soins. Vous n'avez pas d'école. Que voulez-vous faire? Donc, tout le développement qui est mis en place aujourd'hui, vous avez vu, cet aspect que nous accompagnons et vient dans cette dynamique-là. C'est dans ces structures que nous travaillons. Oui. Et donc, moi, je vais vous poser une question. Quand vous entendez des choses comme ça, nous qui posons les questions. Je sais très bien, et c'est pourquoi je me le permets. Pour discuter sincèrement et humblement d'un certain nombre de choses, il faut qu'il y ait la notion de partage de l'information. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est quand on entend les gens dire ça, est-ce que ce que nous voyons est compatible avec ce que nos oreilles entendent? Sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'on juge les gens sur les faits et non pas sur des pseudo-idéologies. Et de toute façon, celui qui reste dans l'idéologie et qui ne bouge pas au-delà de ça ne sera jamais dans l'action. Ouais. Et dans tous les pays, ça a été comme ça. Et qu'ils vous souviennent, à la sortie de la guerre, Helmut Kohl, quand il veut redresser l'Allemagne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis du sang et de la sueur. Il dit, ça va être dur, mais nous allons nous en sortir. Aujourd'hui, l'Allemagne est la plus grande économie
européenne. Donc là, vous voudrez dire que la marche en cours est quand même la normale, parce que quand vous parlez, vous dites qu'il faut bâtir d'abord comme l'édifice en quelque sorte, avoir des infrastructures, ainsi de suite. Cela voudra dire qu'il ne faut pas prendre en compte en même temps quand même des problèmes sociaux, si vous voulez. Quand vous prenez la jeunesse, aujourd'hui vous êtes jeune, beaucoup disent voilà, qu'il n'y a pas d'emploi, il y a de sous-emploi. Mais est-ce qu'il faut laisser ceux-là s'occuper d'abord des infrastructures, et quand ils vont peut-être s'adonner à l'immigration massive et puis se retrouver de l'autre côté, qui sont ceux-là qui vont peut-être marcher ou bien rouler sur ces routes-là, utiliser ces infrastructures? Parce qu'on dit souvent que la jeunesse est le fer de lance quand même. J'ai l'impression que vous faites de moi parler un peu comme l'homme de la rue, ambassadeur du président Talon, qui ne m'a pas envoyé sur cette. Ah oui, je suis Mouel Bénin, nous sommes partenaires, bien évidemment. Oui, donc justement. moi, je suis en train d'exprimer cette chose en laquelle j'ai foi. Et là, nous sommes en train de parler de foi, vous comprenez. Il fait en même temps, ce qu'on appelle en même temps, au fait, pendant que je fais ça également. Et l'en même temps, c'est quoi? Comment on peut construire des routes et pendant ce temps, on ne donne du travail à personne? Ça génère de la main-d'œuvre, besoin en main-d'œuvre. Donc, les gens travaillent. Ce qui se passe, avant de savoir, avant comment je vais dire, d'interpréter un fait, commençons déjà dans un premier temps à voir d'où ça a commencé. Nous sommes dans une situation où, depuis Teva déjà, il nous proposait des milliers d'emplois, on n'a jamais eu. On est arrivé, vous voyez, de quand je parle, dans les années 90, hein, on est là aujourd'hui et on nous dit, on nous a promis de l'emploi, on n'a pas. Il y a du chômage, il y a ainsi. La structure qui est en place, qui est en train de se faire, va demander qu'on déstabilise un certain nombre de conforts. C'est-à-dire quoi? Avant, les gens sont habitués à se débrouiller. Celui qui est là, le chef de l'État, M. Talon, a dit on doit entrer en fin de compte tout doucement dans un système où on n'a plus besoin de se débrouiller pour vivre, mais qu'on devrait vivre de son travail. Pour vivre de son travail, ça veut dire qu'il a cassé une sorte de dynamique qui était en place. Le dynamisme d'avant, qui n'était pas un dynamisme de progrès, qui n'était pas un dynamisme dans lequel quelqu'un peut avoir sa retraite et vivre décemment. On casse cette dynamique et on va mettre en place une nouvelle dynamique. Entre les deux, il faut switcher. Pour switcher, à un moment donné, on va éteindre un feu pour en rallumer un autre. Forcément, ça fait crier. Celui qui se débrouillait au port pour s'en sortir et que derrière lui, il a 2, 3, 4 personnes à nourrir. Si aujourd'hui, on assèche ces entrées d'argent informelles, forcément, lui, il ressent une récession, il ressent une souffrance en lui. Est-ce que cette souffrance est légitime? C'est, j'en appelle au peuple béninois lui-même, c'est à la population de dire ce qu'on est en train de bâtir, est-ce que c'est plus que ce qu'on a aujourd'hui? Et c'est là qu'on essaye de peser le pour et le contre et voir ce qui est intéressant pour nous. Mais si on veut rentrer dans la dynamique de l'immédiateté, c'est là qu'on peut dire il ne se passe rien. Alors, j'ai envie de vous demander déjà, mais qu'est-ce qui vous rassure si tant à Mouel Bénin pour que vous soyez si convaincu par cette dynamique qui est actuellement en place? Est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous rassure, qu'est-ce qui vous dit que ces promesses aujourd'hui pour lesquelles on est en train de mettre un soubassement vont enfin se concrétiser? Je pense que c'est notre président Jacques Kayadji qui a la foi et nous partageons sa foi. Pourquoi je dis ça? Au Mouel Bénin, notre appartenance, même si ça a été décidé par l'ensemble des adhérents et sympathisants et membres de Mouel Bénin, notre appartenance à la mouvance, il faut reconnaître que il porte le Bénin chevillé au corps. Et je le répète encore ici, Mouel Bénin, d'ailleurs, si on regarde bien, je ne pense pas que le président Patrice Talon a un parti politique identifié qui est son parti à lui. Je n'en connais pas. On est d'accord. Donc, il s'entoure de partenaires pour travailler. Mouel Bénin fait partie de ces partenaires. Et pourquoi nous avons accepté travailler, excusez-moi l'expression, avec ce monsieur? C'est le président Patrice Talon, on sent qu'il a une détermination à apporter au Bénin son lustre, toujours soupçonné mais jamais réalisé. On nous a appelé quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, on ne sait pas.
on est parti de quartier latin, on est devenu l'enfant malade de l'Afrique. Après, nous avons traversé notre période révolutionnaire, marxiste-léniniste. On sait comment ça s'est terminé, ça s'est soldé. Nous avons donné à toute l'Afrique une leçon de démocratie, sauf que nous étions en voie de démocratisation. On n'a jamais acquis réellement la démocratie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas l'exploiter. Chacun était un peu tiraillé ou tiré par des ambitions personnelles. Aujourd'hui, les ambitions sont des ambitions de tout un peuple. Et le fait même que le président de la République n'est pas de parti, nous, ça nous rassure, n'est pas de parti à lui-même, nous rassure pour être dans un partenariat égalitaire. Si nous croyons que ça peut marcher, nous allons y contribuer. De la même façon, je vous ai dit tout à l'heure que Mouel Bénin est un parti indépendant, dans un mouvement dynamique. Oui. Le jour où nous voyons que ça ne va pas, j'ai confiance en notre président et aux membres de Mouel Bénin pour dire « Ah non, nous n'allons pas le faire. Ça, nous ne voulons pas. Et ça, nous voulons. » Et je pense que vous êtes bien outillés pour savoir qu'il y a eu des moments où Mouel Bénin a dit non. Oui, même si vous n'aimez pas trop aller dans ce sens-là, je vais vous ramener, puisque vous représentez Mouel Bénin et on sait que Mouel Bénin soutient le régime actuel et c'est la dynamique qui est en cours justement que Mouel Bénin soutient. Quand on prend la jeunesse aujourd'hui, qui m'intéresse beaucoup, parce que on sait que quand même c'est le socle du développement, est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir actuel, c'est vrai, vous avez cité quelques exemples qu'il faut bâtir d'abord, les fondamentaux, est en train d'œuvrer réellement pour cette jeunesse-là? Parce que j'ai écouté justement le candidat Patrice Talon en son temps, qui vous a rencontré, je voudrais parler de la diaspora, oui, puisque vous faites partie de la diaspora, c'était en octobre 2015, il disait qu'un pays, une dame justement lui avait posé une question de savoir que tout le temps on parle de manque d'emploi dans le pays, sous-emploi, quelle politique il peut proposer justement à cette jeunesse-là pour peut-être la sortie de cet état-là. Il disait que quand on a un modèle politique qui n'arrive pas à favoriser, disons, à fertiliser le terrain aux entrepreneurs, aux investisseurs, pour que cela crée de la richesse, bien que ça ne peut pas marcher. Et que c'est ce modèle politique qui était en place qu'il cherchait à combattre justement pour pouvoir dresser le lit bien, à une certaine création de richesse pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'on a fertilisé le terrain à ces peut-être opérateurs économiques, à ces créateurs de richesse-là pour pouvoir créer de l'emploi? C'est une poupée russe, votre question, parce qu'il y a des questions dans la question. Il y a plusieurs questions dans votre question. On s'en tient à la dernière. Donc pour s'en tenir à la dernière, ça serait un peu compliqué pour moi pour parler de la jeunesse, parce que je vais commencer justement à parler de la jeunesse en le posant comme un postulat. Qu'appelle-t-on jeune aujourd'hui? Un jeune, dans la définition que nous en avons, c'est, premièrement, jeune ou vieux, c'est d'abord une personne. Donc c'est déterminé comme étant. Une personne a des besoins. Et plusieurs types de besoins. Parmi ces besoins, il y a les besoins primaires. Si nous n'arrivons pas, en prenant la pyramide de Maslow, si nous n'arrivons pas à assouvir les besoins de base, nous ne pouvons pas passer aux besoins suivants jusqu'à arriver à un besoin de réalisation de soi. Le jeune est au démarrage de ça. Il va chercher une autonomie. Et celui qui cherche son autonomie a besoin de ressources. Ressources intellectuelles, ressources financières. Et pour acquérir ces ressources, nous avons fléchi à plusieurs étapes au Bénin. Premièrement, on dit de nous qu'on est quartier latin de l'Afrique, mais qu'est-ce qu'on apprenait? C'est-à-dire, tout le monde, la filière qui était plébiscitée au Bénin, c'était la filière générale. Vous êtes philosophe, sociologue, anthropologue, mathématicien, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où le monde numérique prend de plus en plus d'ampleur. Les écoles techniques n'étaient pas du tout développées jusqu'au moment où nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a dit le président Patrice Talon? Qui va développer cette filière parce que c'est une filière qui est pourvoyeuse d'emplois. Quand on voit nos amis, on parle des étudiants qui sont des diplômés, qu'on appelle les diplômés sans emploi. Oui. Pourquoi ils sont diplômés sans emploi? Ça veut dire que la formation n'est pas compatible avec l'offre d'emploi. Nous avons de l'emploi dans ce pays. D'ailleurs, on a commencé à voir. On pourrait, par exemple, si on a besoin de faire une route, si on a besoin de construire des immeubles, on a besoin de techniciens, on a besoin de personnes qualifiées. Sur le numérique, on a besoin de personnes qualifiées. Mais on formait des philosophes,
des sociologues. Ce n'est pas pour rejeter, parce que moi aussi j'ai fait ce type de formation, ce n'est pas pour rejeter ce type de formation. Mais un pourcentage, si ces personnes sortent de la fac, il va falloir qu'ils trouvent une autre dynamique pour pouvoir se nourrir. Comment je peux faire 10 ans, 15 ans, 20 ans de formation et sortir pour dire, ben, maintenant, il va falloir que je pense à manger. Ben non, on ne pourrait pas. Donc, voyez-vous, c'est l'inadéquation de l'offre et de la demande d'emploi qui nous a mis dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, non seulement il nous faudra remettre en place dès la base la situation, c'est-à-dire dès la formation, faire des formations qualifiantes et non pas seulement diplômantes, mais des formations qui nous orientent vers l'emploi. Et vous allez voir qu'à partir de là, les premiers à sortir du cursus, tout simplement, vont faire infléchir la tendance. Et petit à petit, on sort d'une formation pour aller travailler. Regardez combien d'écoles spécialisées on a au Bénin, qui forment des ingénieurs de la télécom, qui forment des médecins spécialistes en géronto, en ceci, en cela. Et tout ça est important pour un pays. C'est très important pour un pays. Surtout que nous rentrons dans une dynamique mondiale où on parle de la mondialisation d'un village planétaire. Qu'est-ce que le Bénin a à vendre à l'étranger? Avant, c'est au Bénin qu'on venait chercher des cadres pour aller former les autres. Et depuis combien d'années ça ne s'est plus produit? Depuis les années 70, même un peu avant, plus personne vient chercher des compétences au Bénin. Alors qu'avant, la compétence, c'était le Bénin, le quartier latin d'Afrique. Et c'est ça que le président Talon ramène ici aujourd'hui. Et vous voulez que nous n'y croyons pas? Oh, si nous y croyons. Monsieur Serge Kodja, vous avez le sentiment que cette réforme-là est bien pensée, parce que là, vous avez parlé justement de la politique du gouvernement, beaucoup s'investir dans la formation technique. Et quand on voit l'ALU également, on a l'impression que ça va prendre tout de suite et tout le monde risque peut-être de converger vers là. Est-ce que là, on ne risque pas peut-être de voir l'offre très supérieure à la demande? On est un petit pays quand même qui n'a pas encore assez d'industrie. L'ambition est beaucoup plus que ça. Parce que quand vous regardez bien la taille du Bénin, la structure du Bénin et la structure surtout du Béninois, parce qu'il n'y a pas de Bénin sans Béninois. Et tout le Bénin n'est pas synthétisé dans la seule personne du président Patrice Talon et encore moins du président Ayadi, qui est mon président que je représente ici à travers Moël Bénin. Ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle le jeu des vases communicants. Le Bénin n'a jamais formé des gens réellement pour travailler au Bénin. Le Bénin forme des ressources pour le monde. Et le Béninois qui va bien à l'étranger, c'est une richesse pour son pays. Et vous avez vu pendant longtemps, on envoyait les Béninois en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, beaucoup plus au Gabon, au Sénégal, en Europe. Et ils prennent des formes, ils sont formés ici et ils vont là-bas. Un exemple encore, en allant un peu plus en arrière. Quand, entre-temps, le président Sarkozy, je pense, disait au président Mathieu Kérékou, il y a plus de médecins en France qu'il y en a dans tout le Bénin. Le président Mathieu Kérékou, il lui a dit non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que, au fait, ça fait un moment que le Bénin fabrique lui-même ses médecins. Donc, les médecins qui sont chez vous sont des Français. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le Béninois a cette capacité intrinsèque, et je ne sais pas, ça doit être un don pour nous. Partout où il passe, c'est fluide. Et il a aussi cette capacité, je suis un peu chauvin en le disant, mais le Béninois a cette capacité facilement d'intégrer les formations les plus complexes. Et si aujourd'hui on met en place, on forme, il ne va pas avoir d'embouteillage. Pourquoi? Au fait, ça va s'évacuer vers l'extérieur et ça va nous enrichir également à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'effet bifidus. Ça fait du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et notre Bénin est comme ça et c'est comme ça qu'on l'aime. Alors, Monsieur Kodja, une autre question. La femme
semble être au cœur des préoccupations de l'actuel régime. C'est le président Patrice Talon même qui l'a dit, évoquant entre autres la création de l'Institut qui s'occupe essentiellement des questions liées à cette couche-là. Mais ce n'est pas une première, ces genres d'initiatives, on a vu par le passé sous d'autres régimes, hein, mais n'est-ce pas du surplace? Non, c'est pas du surplace du tout. Et on dit en fond que quand on est à leur souci, à leur camp, la femme est l'élément primordial. Vous savez, ça, je le prends à rebrousse-poil. La femme est l'élément primordial dans une dynamique de progrès. Et toutes les nations, même celles qui ont exclu du fait d'un patriarcat quelconque, ont exclu la dynamique féminine de l'organisation. À un moment donné, on voit que la progression est jugulée quand on arrive au fait de ce que l'homme peut faire tout seul. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc, donner de la visibilité, de la lumière à la femme, et d'ailleurs cet institut n'a pas pour but seulement de faire la promotion de la femme, et c'est même pas le but, c'est de protéger la femme avant toute chose. Pourquoi ? Parce que les femmes qui sont victimes de violences ou qui vivent des difficultés, vu la structure particulière de nos pays africains, et là je ne parle pas seulement du Bénin, ces femmes n'osent pas, par exemple, aller porter plainte, ou leur parole n'est pas prise au sérieux, et on peut penser que c'est l'apanage des seuls pays africains, mais non, aujourd'hui encore, dans un pays comme la France, c'est aujourd'hui, maintenant que des lois sont votées pour la protection de la femme. Mais nous, on n'est plus à la loi. En fait, c'est bizarre. Au moment où un pays comme la France met en place des lois, et difficilement, le Bénin a déjà dépassé ça pour dire maintenant, nous allons mettre en place un institut. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on a fait la loi, pour que la loi s'applique, il faut qu'il y ait des observateurs. Ces observateurs, ils peuvent être dans leur bureau tout simplement et enregistrer des plaintes. Mais on a dit non, l'Institut va servir à quoi? Anticiper les crises, c'est-à-dire préparer les femmes elles-mêmes à être actrices de leur propre protection déjà et de leur développement personnel. Et c'est dans nos gènes, c'est dans l'ADN de la femme africaine que d'être leader. Quand vous voyez les Amazones, quand vous voyez les nains à Abomey, vous allez voir que la femme a toujours une place prépondérante. Il y a un Américain qui a écrit un livre, il a fait des recherches, et il a écrit un livre sur la femme africaine, et il disait en préface qu'il a circonscrit sa recherche au Bénin parce qu'il a fait le tour, et quand il est venu au Bénin, il a vu la place qu'occupaient les mères des rois dans le dispositif de la royauté africaine. Et c'est un Américain, ça s'appelle Leopard Wife. Le livre, c'est Leopard, c'est dit l'Epoxy. Et là-dedans, il démontrait déjà toute la structure et toute la capacité qu'avait la femme de conduire une politique. Et n'oublie pas Tassi Rangbe, qui est la sœur jumelle du roi Akaba, qui elle-même, l'histoire commence à lui donner raison, a combattu à la place à la mort de son frère en cachant son frère. Si on n'est pas déterminé et forte, on ne pourrait pas. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est le juste retour des choses. Hein. Le président Patrice Talon a dit, la femme béninoise est comme ça, je lui donne la possibilité de l'exploiter, et nous allons voir très rapidement que si ça marche, si la femme est épanouie, on aura un Bénin épanoui. Parce que nous tous, ici, nous savons quelle place nos mères ont dans notre vie, et comment, quand papa n'est pas là, qui c'est qui porte et qui c'est qui conduit l'éducation. Justement. Et la place de la femme africaine n'est pas une place moindre. Moi, je vois des gens qui analysent pour dire du fait de la polygamie ou du fait de ceci, la femme est brimée, la femme... Non, il y a, comme dans toute population, dans toute civilisation, des brimades faites aux femmes. Les femmes modernes dans notre société n'ont pas la place qu'avaient nos grands-mères. La société s'est désarticulée au moment où nous sommes rentrés dans un régime, dans un système patriarcal hérité de la colonisation. Si vous regardez bien, les gens qui, quand ils sont venus d'Adjatado, et l'histoire du Dahomey nous apprend tout simplement que ceux qui sont devenus
Khessou et Dakodonou qui ont créé le royaume d'Abomey, le maire qui est venu d'Adja, qui pousse ses salés à Lada, là, les enfants qui sont venus, c'était quoi? Notre histoire du Bénin est basée sur la femme. C'est la femme qui a eu une histoire avec la panthère et qui a donné naissance à une royauté. Il n'y a pas de papa dans l'histoire. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est normal que la femme puisse avoir toute sa place. Et moi, je salue et je loue cet institut. Ça veut dire que le Bénin vient déjà de dépasser les pays occidentaux dans leur lutte pour la promotion de la femme. Oui, vous avez dit que on veut de l'épanouissement de la femme, protection de la femme. Protection de la femme, ce n'est pas seulement sur peut-être le plan conjugal ou bien assurer l'intégrité de la femme, c'est aussi le bien-être. Vous l'avez rappelé dans l'épanouissement. Et quand on regarde aujourd'hui, en tout cas depuis l'avènement de ce régime, on a vu que les femmes, en tout cas en croire tout ce qui se dit dans la ville, que les femmes sont beaucoup plus, disons, maltraitées en quelque sorte, surtout sur le plan économique. On a vu d'abord des cases. Aujourd'hui, les déguerpissements continuent. C'est vrai que ces femmes-là occupent également l'espace public. Mais on sait que le Bénin vit toujours dans cette tradition de l'informel, où on sait aussi que c'est la femme qui contribue à l'épanouissement, en tout cas en quelque sorte, de cette économie informelle-là, avec des femmes qui sont dans des marchés, dans Tokpa et autres. Maintenant, traiter la femme de cette manière-là, est-ce que là, le régime n'est pas en parfaite contradiction avec lui-même quand on dit qu'on veut de l'épanouissement, de la protection de la femme, et en même temps, on pose des actes qui, en quelque sorte, tourmentent la femme? Je vois que cette émission tient bien sa réputation, hein, c'est-à-dire on gratte avec le côté dur de la pierre ponce. Non, il n'y a pas de brimade et il n'y a pas d'incompatibilité. Pourquoi? Déjà, quand on parle de la notion de violence faite aux femmes, vous avez compris que ce n'est pas le gouvernement qui brime les femmes. Avant de répondre à votre question, je veux faire une parenthèse qui concerne Moël Bénin quand même. La parité est totale au Moël Bénin. Quand vous prenez par exemple notre président, c'est Jacques Ayadi, et notre premier vice-président, c'est Madame Michaï. C'est-à-dire chez nous, les structures sont déjà à la base mixtes. Ça, personne ne peut reprocher ça à Moël Bénin. Nous sommes dans la mixité dans toutes les démarches que nous entreprenons. Quand on envoie des gens sur le terrain, on essaye de respecter la mixité. Quand on a des postes d'élection, nous respectons cette mixité. Pour revenir à votre question, vous-même vous avez dit que ces femmes occupent illégalement l'espace public. Et ce que je n'ai pas aimé, que je n'accepte pas, c'est qu'on dise des femmes. Ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'il y a eu déguerpissement. Comme elles constituent la grande masse, en quelque sorte. Oui, mais il y a aussi des hommes au bord des routes, on est d'accord. Donc, ce ne sont pas des femmes qu'on a déguerpi. On a déguerpi des vendeurs qui occupent illégalement un espace en disant, nous allons construire pour vous des marchés. Les marchés sont en construction, certains ont été déjà livrés. Ça aussi, c'est quelque chose, une réalisation à mettre à l'actif de la rupture. Maintenant, ce déguerpissement, selon vous, est-ce que c'est utile ou pas? Comment est-ce qu'on va garder ces femmes-là au bord de la route pendant que le Caterpillar est en train de passer pour construire? Vous voulez construire quelque part, vous dites, faut pas pousser les gens. Donc, on va quand même pas passer sur eux pour faire les routes. Donc, à partir d'un certain moment, il faut savoir qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et aussi, il faut reconnaître quelque chose. Comment vous voulez dire à votre ami qui est handicapé que ça te va très bien? Tu es très beau comme ça, de façon handicapée. Ces femmes, ces vendeurs-là sont dans l'informel et on leur dit, c'est très bien, rester comme ça, parce que vous êtes une belle population. Non. Il y a aussi tout un travail qui est en train de se faire, qui est engagé sur la formalisation de ce secteur. Ce n'est un gain pour personne qu'une économie, qu'une part, pratiquement 70% d'une économie reste dans l'informel. Aujourd'hui, sortir de l'informel ne veut pas dire qu'il faut casser les gens qui vendent de l'essence, qu'il faut leur courir après, à saisir les bagages des gens. Non, il faut prévoir pour ces gens une
conversion petit à petit pour quitter l'informel, pour aller vers des micro-entreprises ou des petites et moyennes entreprises. Et vous savez que même dans les pays développés, entre deux guerres, on avait nos menuisiers là de rue, des mécaniciens comme on en trouve ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ces pays ont mis en place des structures pour accompagner ces secteurs informels vers la formalisation. Une formalisation qui n'est pas de détruire leur métier, mais des fois les regrouper, faire des coopératives, faire des rassemblements de métiers pour leur donner des moyens. Et pourquoi ces personnes sont dans l'informel selon vous? C'est parce que nous sommes dans un pays où, dans le monde d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les banques. Les banques fonctionnent sur le système, vous savez, de la confiance. Si j'ai confiance en vous, je vous prête de l'argent. Pour que ces personnes qui sont dans l'informel puissent faire une activité plus grande, énorme, et sortir de ces petits boulots dont on vit au quotidien, il faut arriver à mettre en place des structures qui leur permettent de financer ou d'investir. Et plus on investit, plus on prend du poids, et plus l'activité sort de l'informel, l'État va y gagner, et ces personnes aussi vont y gagner. Donc, les garder au bord de la route de façon très dangereuse pour eux, premièrement, ce n'est pas pour leur sécurité. Deuxièmement, ce n'est pas bon pour l'image du pays et tout le travail qu'on est en train de faire. Donc pour moi, oui, je cautionne le déguerpissement et toute personne censée, je pense, devrait même le cautionner. Revenant à l'implication de la femme dans la politique, est-ce que, telle que cette implication est pratiquée aujourd'hui au sein des partis politiques, je ne veux pas parler seulement de Mouel Bénin, pensez-vous que dans un futur proche, on peut avoir une femme briguer la magistrature suprême de notre pays? Mais écoutez, Gauthier, est-ce que vous enfoncez une porte ouverte? Parce que là, on le voit déjà. Le duo, on dit duo quoi? Talon, Talata. J'ai répondu à votre question. C'est fait? C'est déjà fait? C'est-à-dire, vous voyez, elle n'est pas encore le numéro 1 aujourd'hui, elle est numéro 2. Mais quand on dit duo... Moi, je pense plutôt à la femme numéro 1 de ce pays, puisque... Ah, mais peut-être que ça viendra par Mouel Bénin, qui sait? Parce que Mouel Bénin, aujourd'hui, nous faisons la promotion de la femme tous azimuts, de la jeunesse, de la femme tous azimuts. Donc peut-être en positionnant petit à petit, parce que vous savez, on n'arrive pas à la tête, à la magistrature suprême du jour au lendemain. Il y a une progression. Donc, aujourd'hui, donner la possibilité aux femmes de rentrer dans cette dynamique permet déjà de préparer des femmes à l'exercice du pouvoir. Et moi, j'ai rencontré, que ce soit des députés, que ce soit des femmes, d'autres femmes impliquées dans la politique, qui sont très ambitieuses et qui, contrairement à d'autres femmes, parce que c'est pas la... ça ne date pas d'aujourd'hui, des femmes qui ont des ambitions politiques au Bénin et qui, on a même eu des femmes candidates à l'élection présidentielle plusieurs fois. Donc, par contre, il y a encore une maturité dans l'exercice du pouvoir qui n'est pas encore née. On a eu pendant toutes ces années, depuis les indépendances, au fait, une dynamique du pouvoir qui est très violente. Qui est très dur à mener. Je ne dis pas que les femmes n'en sont pas capables. Peut-être elles peuvent même être plus virulentes que les hommes. Mais il y a besoin d'appréhender la chose, de prendre la place. Et cette façon d'aller prendre la place aux hommes, c'est pas... Personne ne fera cadeau de quoi que ce soit à qui que ce soit. On peut avoir un président de la République de 20 ans, de 30 ans, un jour, mais il va falloir qu'il aille prendre le pouvoir. Vous savez comment ça peut être violent, les campagnes électorales. Oui. Une femme aussi peut aller prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut comprendre dans le jeu politique. Dans le jeu politique, personne ne vous fait de cadeau. Donc, vous allez prendre ce que vous estimez être le vôtre. Et quand vous allez chercher, vous allez l'avoir. Et moi, j'ai confiance en la jeune génération qu'un jour, ça ne me surprendrait pas d'avoir une femme au pouvoir au Bénin. Parce que je vois la dynamique en train de naître et de poindre. Oui, M. Kodja, soyez honnête et sincère, parlez comme un homme normal et non comme un politicien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous posez des actes en faveur des femmes de façon
très convaincante, sincère, en les hissant peut-être à certains postes de responsabilité au sein de vos partis politiques. Est-ce que ce n'est pas du snobisme? Parce qu'on a dit il faut désormais que la femme soit quand même à des niveaux de prise de décision et tout. En dehors de ces quelques femmes qu'on voit à la tête ou bien dans des bureaux des partis politiques, est-ce que au sein de vos partis même, il y a une participation active et massive des femmes qu'on écoute dans vos différentes rencontres et débats? Mais je l'ai dit, mais je vais le refaire. Déjà, quand les deux têtes du parti numéro 1, c'est-à-dire le président et le vice-président, premier vice-président, sont déjà un homme, une femme. La première vice-présidente, Madame Michaï, si vous la connaissiez, vous ne seriez pas en train de me dire ça parce que c'est pas une femme à qui on vient raconter la messe, quoi. Au fait, c'est pas quelqu'un qui est là pour jouer au godillot. Elle n'est pas là pour... Elle fait de la représentation, de la figuration. Non. Elle a son mot à dire, elle parle. Et quelquefois, elle parle fort. Et sa voix s'entend. Et à Mouel Bénin, nous avons ce type de dynamique. Au fait, chacun a une voix. C'est pas... On ne fait pas de fixette, de fixation, c'est là que ce n'est pas du snobisme. On ne fait pas de fixette sur le fait qu'il faut à tout prix faire la parité, il faut prendre une femme, il faut prendre un homme. Non, à Mouel Bénin, si on voit qu'il n'y a aucune femme qui ait la compétence pour faire le travail, on prendra que des hommes. On n'a pas le couteau sous la gorge pour dire on doit faire un quota. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir des femmes qui sont compétentes. Et on les prend. Donc cette chance, nous l'avons. C'est pareil, si à Mouel Bénin, il y a des hommes dans des structures, et on voit que dans ces structures, il n'y a aucun homme qui ait la compétence nécessaire pour le faire, on met que des femmes. Donc, au fait, nous ne sommes pas en train de pointer, ah, là, on est à 3 hommes, il va falloir qu'on trouve 3 femmes à tout prix. Ah non, il n'y a pas du politique à tout prix à Mouel Bénin. À Mouel Bénin, nous, notre façon de faire, c'est de dire... Fonctionnons, avec les ressources que nous avons de disponibles, mais aucune ressource ne doit être arriérée par rapport à d'autres, du fait de son genre, du fait de sa naissance particulière, parce que ses parents sont mieux outillés que les autres parents, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de passe-droit et... je ne sais pas ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de tourner autour du pot ou je ne suis pas en train de vous mentir. Je vous parle sincèrement et de toute façon, ce que je suis en train de dire est vérifiable. Il suffit de regarder notre organigramme et de voir nos statuts pour savoir que ce que je suis en train de dire, c'est la stricte vérité. Okay. Monsieur Kodja, nous allons évoluer dans le débat. En 2016, oui. Le président Patrice Talon, quand il venait au pouvoir, il a été fortement soutenu par la diaspora, qui avait d'espoir en lui. Et après 5 ans de gestion, apparemment, c'est le désenchantement. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que tous ceux qui l'ont porté au pouvoir sont toujours d'accord avec lui, puisque vous êtes membre de cette diaspora. Désenchantement, je ne sais pas à quel point tout le monde n'est pas d'accord, oui. Mais désenchantement, je n'irai pas jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre la structure même de la diaspora. Pour apporter quelque chose à son pays, il faut avoir réussi dans sa diaspora. Aujourd'hui, nous avons plusieurs visages au niveau de la diaspora. Des gens qui ont eu des réussites flamboyantes, des gens qui ont une certaine réussite, d'autres se cherchent encore. Toutes ces personnes constituent un pôle commun, un front commun, un ensemble de personnes qui cherchent à apporter quelque chose à leur pays. Il y a aussi dedans ceux qui veulent rester là-bas et apporter quelque chose au Bénin, ceux qui veulent s'installer parce que dans la diaspora, ils se sentent plus mieux. Ce que les gens reprochent au président Patrice Talon aujourd'hui, c'est quoi? Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il était porteur de plusieurs projets. Les personnes de la diaspora se sont dit « chiche, c'est l'occasion pour nous de rentrer au pays, il va nous donner de l'argent, nous allons nous installer. » Et lui, il leur dit « non, non, c'est pas comme ça, nous allons fonctionner. Si vous avez un projet, vous voulez financer quelque chose dans votre pays, je vais vous faciliter l'intégration en jouant sur les taxes, en essayant de vous faire... Mais si c'est l'État qui va être votre client, ce n'est peut-être pas possible. »
Et c'est frappé quand même au coin du bon sens. Qu'on dise aux gens, si vous voulez investir dans votre pays, c'est bon. Mais déjà, regardez, tout à l'heure, on est en train de parler de la jeunesse et du chômage. Et ceux qui sont déjà dans la diaspora, ils reviennent en disant, les peu de contrats que l'État peut accorder à ceux qui sont sur place, c'est ceux qui sont venus comme nous de là-bas, qui allons encore profiter de ça. Et si c'est ça qu'ils refusent et qu'on croit qu'il n'a pas tenu parole, de toute façon, je ne pense pas avoir entendu une seule fois le président Patrice Talon dire aux gens de la diaspora, venez, je vais vous donner des contrats d'État. Ce que j'ai entendu, c'est ce que je suis en train de dire. Il a parlé d'investissement. Venez investir, nous allons faciliter votre installation. J'y étais, j'étais présent quand il était à Paris, quand on lui a posé un certain nombre de questions dans ce sens-là. Deuxième chose, il a parlé de main-d'œuvre qualifiée. Et ça a été fait. Ça a été fait. On a des preuves. Est-ce qu'il n'y a pas des membres du gouvernement qui sont venus de France, qui sont venus aujourd'hui, qui sont membres du gouvernement et qui travaillent auprès du président Patrice Talon? Est-ce qu'il n'y a pas dans les cabinets aujourd'hui des personnes, c'est-à-dire chaque fois qu'il détectait des talents à l'extérieur, pas seulement en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, il les faisait entrer. Il leur confie des attributions et ces personnes peuvent fonctionner. Maintenant, dans la diaspora, vous savez, quand on est loin, on a quelque chose, c'est légitime. C'est la nostalgie du pays. Nous qui sommes à l'extérieur, au fait, nous vivons le pays de loin et avec beaucoup de douleur. Et c'est c'est Gégé Viquet qui chantait une chanson qui s'appelle Adowe. Ouais. Il dit à Douai, c'est-à-dire c'est à ce point-là, vous êtes là-bas, vous avez envie de manger de la pâte de maïs. Lui, c'est à Douai qu'il voulait manger, il appelait sa mère. Et vous savez, à travers, j'ai pris cet exemple-là, ne serait-ce qu'alimentaire, pour vous expliquer la souffrance de quelqu'un qui est loin de son pays. Et cette souffrance-là va se mêler à l'incapacité d'apporter quelque chose de substantiel à son pays aussi. Moi, je suis là-bas, mais j'aimerais bien participer au développement de mon pays. Et je trouve que je n'ai pas les moyens de le faire. Ne serait-ce que acheter régulièrement mon billet d'avion pour être là, présenter un projet qui soit acceptable, comment je vais dire, discuter, trouver le financement nécessaire pour venir investir dans mon pays. On a tous cette souffrance-là. Et en plus, si vous passez de génération, vous commencez à faire des enfants sur place, vous voulez faire en sorte que ces enfants puissent retrouver leurs racines, leur identité et leur montrer le plus beau visage possible de votre pays et de vous-même. Pendant ce temps, les années filent, les jours vont. Donc aujourd'hui, depuis que le Bénin est Bénin, le Bénin a toujours fonctionné avec les gens venus de la diaspora et ou les gens qui vont s'y réfugier et qui reviennent et qui arrivent à faire des choses extraordinaires pour notre pays. Suivez mon regard. Voilà. Vraiment, on n'a plus assez de temps pour creuser justement cette question liée à la diaspora, mais je vais quand même vous poser une seule avant qu'on quitte, parce qu'au Bénin, beaucoup aujourd'hui dénoncent justement le traitement, disons, très favorable de certains de ces membres de la diaspora qui servent aujourd'hui. J'estime qu'ils coûtent pour l'État. Non, il ne coûte pas pour l'État. La compétence se paye. Toute compétence se paye. Et justement, tout à l'heure, nous parlons encore déjà de l'adaptation, de la formation, de l'offre de formation avec les offres d'emploi. Les compétences qu'on va chercher à l'extérieur, si on les avait en interne, on n'irait pas les chercher là-bas. C'est vraiment le désert de compétences, comme l'a dit l'autre. Le désert de compétences qu'il est en train de combler, ce désert de compétences. Parce qu'il a dit, ce désert, nous allons planter des palmiers dedans pour créer des oasis. Donc ce sont les oasis de compétences que nous sommes en train de faire, qui un jour peut-être vont devenir des fleuves de compétences. Mais pour l'instant, moi j'ai un exemple très simple. Moi, quand j'étais à Sciences Po Paris, je faisais ma formation à Sciences Po à Paris, j'ai vu quelque chose qui était extraordinaire. Souvent, quand on a besoin d'une compétence comme la mienne, une compétence en politique et management du développement, on va prendre des experts étrangers qui viennent nous accompagner. On a besoin d'une compétence en communication, on va chercher des experts des sociétés de communication étrangers qui viennent déployer pendant les campagnes électorales, pendant ces moments-là, la communication, qui viennent déployer leur savoir ici. Qu'est-ce que j'ai remarqué à Sciences Po? Au fait, les pays africains ont envoyé, depuis chez eux,
des cadres pour suivre les formations dans les grandes écoles en Europe. Quand ils ont eu fini, ils sont rentrés au pays pour déployer ces compétences-là. Maintenant, ces mêmes dynamiques ont lieu dans nos pays de plus en plus en Afrique, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, au Togo. On a des compétences qui sont générées. Aujourd'hui, on prend le numérique. Il y a à peine 10 ans, la puissance des ressources humaines numériques du Bénin, cette puissance, il y a 10 ans, on n'en a pas. Vous voulez un conducteur de drone, vous l'avez. Vous voulez un technicien qui est féru de la sécurité informatique, qui va même bloquer les hackers, même au niveau des États-Unis, d'Israël. On en a ici, là, maintenant. On a des jeunes, c'est des fous. Ils vous font un web design. Il n'y a plus aucune connaissance aujourd'hui qui ne soit plus universelle. De fait, ça c'est une bénédiction qu'on a aussi par rapport aux formations à distance qui nous permettent de faire d'acquérir de la connaissance à moindre coût. Alors, Monsieur Kodja, comment vous voyez le Bénin dans 10 ans, 30 ans ou 50 ans? Vous voulez que je fasse de la prospective? J'adore cet exercice. Vous savez, il y a eu des temps forts dans la vie du Bénin. Le premier temps fort, c'est-à-dire la zone de turbulence qui s'est arrêtée avec une stabilité, si on peut l'appeler ainsi, des années 70, 72, son discours-programme avec Kérékou, qui s'est arrêté en 90, aussi ce temps fort, avec une nouvelle dynamique portée par la conférence nationale. La conférence nationale a mis en place l'alternance régulière propre comparativement au pouvoir, comparativement à d'autres pays. Il y a eu des tentatives de modification ou des réflexions qui n'ont jamais abouti pour que quelqu'un s'accroche au pouvoir. Ça ne s'est pas passé au Bénin jusque-là. Ça montre que, ne serait-ce que politiquement, nous sommes dans une dynamique qui fait que nous sommes en train de sortir petit à petit de la démocratisation du Bénin pour rentrer dans un Bénin démocratique. Nous venons de prendre là, en quelques années depuis 2016, au fait, un vrai tournant dans ce que peut apporter la stabilité politique et la démocratie bien exercée dans le développement d'un pays. Jusque-là, on apprenait la démocratie et rien que l'apprentissage nous prenait tellement de temps qu'on n'a même pas pu utiliser la démocratie pour le développement même du pays. Là, actuellement, la démocratie pour le Bénin, pour moi, c'est acté. Il va y avoir des gens, il va y avoir des mouvements de temps en temps parce que les gens vont toujours chercher à déstabiliser un peu le système. Et ce qui montre la solidité d'un système, c'est quand on arrive à le déstabiliser un peu. Si on ne l'éprouve pas un peu, on ne sait pas si le système est solide. Et le Bénin a démontré que le Bénin est déjà solide démocratiquement aujourd'hui, en tout cas. Alors, dans les années qui vont venir, je laisse le deuxième mandat du président Patrice Talon échoir. Et à partir de ce moment, ma prospective va commencer après. Ce qui va se produire, c'est quoi? Aujourd'hui, il a mis la barre tellement haute qu'on pourrait être tenté de se demander qu'adviendrait-il du Bénin quand il va partir? Grosse question. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain désert au niveau de l'opposition. Pourquoi ce désert? Parce qu'au fait, l'opposition ne peut pas être une opposition crédible parce que c'est, comment je vais dire, c'est d'une banalité quand on connaît la communication politique que quand vous arrivez à vider votre adversaire de la substance critique, votre adversaire devient juste un concurrent idéologique. C'est-à-dire, l'opposition ne peut même plus apporter aujourd'hui une analyse constante pour mener une action alternative à l'action qui est en place. Les choses sont déjà faites, donc il ne peut plus apporter quelque chose. Vous en êtes dessus? C'est la foi que je porte et c'est ce que je vois. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer après? Il y a deux situations possibles. C'est-à-dire, nous avons compris exactement le rail sur lequel le président Patrice Talon a voulu mettre le Bénin et on poursuit dans cette dynamique et le Bénin va en gagner, ou
une fois qu'il tourne le dos, tout le monde se dit, bon, toutes les frustrations que nous avons vécues dans l'opposition, maintenant nous allons, paf, on ressort nos anciens démons. Et là, quand on monte haut, trop haut, et qu'on tombe, on sent la violence plus que quand on est comme ça et on tombe. Celui qui tombe du 10e étage, il ne sent pas la même douleur que celui qui tombe du 1er étage. Or, le Bénin est pratiquement 5e étage là, actuellement. Donc si on tombe de là-bas, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, moi, mon vœu, quand je fais de la prospective aujourd'hui, je ne peux pas faire une prospective crédible sans prendre en compte ces deux dimensions. Mon vœu serait qu'il y ait une continuité politique et structurelle pour que la dynamique enclenchée ne s'éteigne plus jamais. Ce flambeau allumé puisse continuer à éclairer les Béninois parce que l'étape d'après est beaucoup plus intéressante que l'étape qui est passée. Vous voyez, jusque-là, nous avons écrasé notre maïs. C'est maintenant qu'on veut préparer la pâte. Et là, ce qui va se passer, on a fait les routes, mis coquelin ganzion, on a mis de l'eau, on a chauffé. Maintenant, il faut touiller. Et au moment où il faut touiller, c'est là que nous allons nous permettre de tomber. Impossible. Il faut que cette dynamique continue, qu'on ait quelqu'un, une alternance crédible qui puisse porter ce projet et une alternance crédible qui puisse porter une politique tout aussi dynamique. Mais je vais rajouter quelque chose. Je fais aussi le vœu qu'on ait une opposition solide. Parce qu'au fait, une démocratie sans opposition est un peu fade. Et même celui qui gagne, il ne sent pas trop le goût de ce qu'il a gagné. Vous voyez, okay. à vaincre, ça dit, si vous arrivez à vaincre sans souffrance, vous n'arrivez pas à toucher les délices de votre gloire. Justement, votre parti Mouel Bénin, où est-ce que vous le voyez dans cette dynamique-là? Je le dis et je le répète, Mouel Bénin, c'est un parti indépendant dans une dynamique globale. Mouel Bénin, si vous me parlez de Mouel Bénin, aujourd'hui, son positionnement est très clair. Nous avons vu un mouvement qui fonctionne, qui marche, que nous cautionnons, nous suivons. Demain, si ça ne va pas, nous dirons. Et avec nos partenaires, et c'est ça, comme ça que nous voyons les autres partis de la mouvance, avec nos partenaires, nous réfléchirons à comment porter cette dynamique auprès du président de la République. Et l'impulsion qu'il donne, comment nous pouvons accompagner cette impulsion. Si un jour, il advenait que c'est Mouel Bénin qui jouerait le premier rôle dans cette dynamique, nous sommes prêts. Hein. À Mouel Bénin, nous avons les structures qu'il faut, nous avons les hommes et les femmes qu'il faut pour faire le travail et nous avons des personnes de qualité, nous avons des structures de qualité et nous avons des structures aussi de formation. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de partis politiques ici au Bénin qui ont des écoles, leur propre école politique pour former nos cadres, pour former toutes les personnes qui portent la parole de Mouel Bénin. Et chez nous, la formation est constante. La formation est constante. Et c'est dans ça, au fait, qu'est-ce que Mouel Bénin apporte, que change dans le paysage politique béninois? C'est qu'avant, les gens faisaient la politique en disant « pas la gloire de Dieu, ça va marcher ». Mouel Bénin ne fait pas la gloire de Dieu. Au Mouel Bénin, on dit « pour que ça marche, voilà ce qu'il faut faire ». Et si ça ne va pas, on tire le son de ce qui ne va pas pour concevoir la dynamique suivante. Et de progrès en progrès, nous arrivons à franchir des étapes. Et donc nous avons cette humilité et ce recul nécessaire pour dire que nous n'avons peut-être pas la force de certains partis politiques, mais nous avons en nous la quintessence qui nous permet d'aller vite et bien. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. 1 minute pour conclure l'émission. Je vais d'abord vous remercier de m'avoir reçu. Le temps nous a paru tellement court parce que, au fait, il y a à dire et à redire sur l'offre politique et l'espace politique actuel du Bénin. L'ambition de Mouel Bénin aujourd'hui, c'est d'être un parti politique qui compte dans cet espace et d'accompagner le président Patrice Talon dans son œuvre de réformateur, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui. Et dans chaque pays et sur chaque continent, il y a des personnalités qui marquent et qui vont marquer l'histoire pour longtemps. Et il s'est inscrit déjà
dans cette dynamique, dans cette structure. Et j'espère, et c'est ce que nous comptons, ce à quoi nous aspirons en tout cas, que Moued Bénin aura sa place dans cette dynamique-là. Serge Kodja, diplômé de Sciences Po Paris, la ville où il réside actuellement. Il est également spécialiste en politique et management du développement. Il est le directeur adjoint de l'information et de la communication de parti Moued Bénin, parti qui soutient les actions de l'actuelle région. Vous l'avez suivi, il est vraiment, j'allais dire, le mot m'échappe, il est... et compte quand même sur les actions en cours du gouvernement pour pouvoir être témoin d'un Bénin nouveau, un Bénin qui quand même va beaucoup plus se révéler au monde. Pour lui, les actions en cours sont quand même indispensables pour pouvoir fonder la fondation, même l'édifice même voilà, d'un pays. La jeunesse, c'est quand même une catégorie bien sociale que le gouvernement actuel entend valoriser pour pouvoir doter de pays quand même d'un pouvoir de développement réel. Mesdames, Messieurs, la politique au Bénin a de beaux jours et les actions sont posées pour pouvoir amener un développement réel connu de tout le monde entier. Merci à toutes et à tous de votre fidélité renouvelée à nos programmes. L'émission, j'ai eu le plaisir de l'animer avec Gauthier Sedoudé. Merci à vous, Gauthier. C'était en direct également sur Golf FM, sur la page YouTube de Golf TV Africa et la page Facebook. Retrouvez la rediffusion dimanche, lundi, j'allais dire, à partir. Ce soir, dimanche d'abord, à partir de 21h. Bonjour et bonne journée.